Bienvenue à une autre édition de TV Laval Nouvelles. Très content de vous savoir à l'écoute de ce bulletin hebdomadaire pour évidemment vous tenir au courant dans tous les secteurs d'activité de ce qui vous touche de près ici à Laval et les environs. Des rencontres aussi avec des acteurs importants, organismes ou entreprises qui peuvent vous aider dans votre quotidien. Alors, c'est tout ça que vous verrez au cours des 90 prochaines minutes. Segment nouvelles pour commencer. Tout d'abord, victoire amère pour un marchand d'art, victoire amère pour le marchand et sa facture aussi d'avocat contre Revenu Québec qui pourrait dépasser la valeur de ce que le fisc lui réclame. Un petit marchand d'art de Laval qui a gagné en cours sur toute la ligne contre le fisc craint maintenant que sa facture d'avocat dépasse la valeur de ses cotisations, car Revenu Québec a décidé de porter l'affaire en appel. Par son témoignage candide et honnête, M. Lafrenière a réussi à démolir la présomption de validité se rapportant aux cotisations en cause, a déclaré le juge Henri Richard dans un jugement tombé en novembre 2015. Le juge dit aussi qu'il est faux de prétendre qu'il n'existe aucune preuve documentaire de la comptabilité de Robert Lafrenière, comme le prétend le fisc. Et Revenu Québec a refusé de reconnaître les dépenses d'entreprise, en tout environ 160 000 $ pour les années 2008, 2009 et 2010. Le modèle d'affaires de M. Lafrenière consiste à acheter des vieux bijoux que vous avez à la maison à des particuliers pour ensuite les fondre et les revendre en gros à des raffineurs d'or en faisant un profit. Ça n'a pas de bon sens de devoir se battre comme ça. Revenu Québec pense que tout le monde dans le domaine est un fraudeur. Moi, je suis 100% honnête. Juste aller en appel, c'est 17 000 $. Je ne sais pas où ça va finir, dit le petit commerçant excédé qui a commencé à 18 ans dans ce métier. Il dit avoir déjà versé plusieurs milliers de dollars en frais d'avocat pour se défendre contre le fisc. Et Revenu Québec a décidé d'en appeler du jugement obtenu par M. Lafrenière contre l'Agence du revenu. La requête du fisc compte 12 pages. Le jugement de la Cour du Québec tient sur seulement 8 pages d'ailleurs. Et le juge de première instance a commis des erreurs déterminantes dans son jugement, soutient le fisc, dans son inscription en appel. Et dans le domaine fiscal, les appels de Revenu Québec ou d'un contribuable mécontent d'un jugement sont toujours automatiquement acceptés et transférés à la Cour d'appel. Cela signifie que peu importe qu'il soit raisonnable ou non, la partie adverse doit payer pour continuer à se défendre en cours. C'est ce qu'a expliqué d'ailleurs l'avocat Louis-Frédéric Côté du cabinet Spiegel-Sommer qui représente M. Lafrenière. Et dans le jugement obtenu par Robert Lafrenière, le juge de la Cour du Québec dit pourtant que le refus de certaines dépenses encourues par Lafrenière s'apparente à un exercice qui relève de l'abus de la part de Revenu Québec. Comment l'ARQ peut-elle reconnaître que M. Lafrenière vend de l'or à une entreprise alors qu'elle lui refuse toute dépense d'achat d'or? C'est la question donc. Et pour M. Lafrenière, cela est un non-sens, n'exploitant pas une mine d'or, d'ailleurs, ajoute le juge. M. Lafrenière dit avoir eu maille à partir avec des vérificateurs du fisc qui ne veulent pas prendre ses arguments au sérieux. C'est drôle, quand mon avocat est là, les vérificateurs restent 5 minutes alors qu'ils me disent qu'ils doivent venir pour 3 heures, se plaint l'entrepreneur. La Cour du Québec a rendu son jugement le 12 novembre 2015. Cependant, ce jugement fait l'objet d'un appel à la Cour d'appel du Québec. Revenu Québec ne peut pas commenter afin de ne pas nuire aux procédures en cours, nous a d'ailleurs décrit la porte-parole Geneviève Laurier. Poursuit dans les nouvelles et il fuit les policiers pour emboutir une maison. Histoire assez inusitée. Ce qu'on vous révèle là, c'est un automobiliste au volant d'une camionnette qui a tenté de semer les policiers jeudi le 6 octobre au soir pour finalement terminer sa course contre une demeure à Laval. Vers 19h45, les policiers de la Sûreté du Québec ont reçu des appels concernant un homme au volant d'une camionnette qui avait causé quelques accidents sur l'autoroute 15 Nord en raison de sa conduite erratique. C'est ce qu'a indiqué d'ailleurs le sergent Claude Denis, porte-parole de la Sûreté du Québec. Et les patrouilleurs ont repéré le véhicule à la hauteur du boulevard Saint-Elzéar où ils l'ont pris en chasse finalement. Le chauffeur a pris la fuite dans les rues de Laval. Il s'est rendu jusqu'à la rue des Patriotes où il a terminé son escapade en emboutissant une maison. Le suspect qui a tenté de prendre la fuite à pied, mais les policiers sont parvenus à le rattraper et à lui passer d'ailleurs les menottes assez rapidement. Arrestation d'un suspect pour meurtre à Laval. Le service de police de Laval qui a procédé à l'arrestation de Mitchell Robert Cousin, âgé de 29 ans, pour le meurtre de Ferdinando Belmonte, 22 ans, survenu le 28 juin dernier à Laval. L'enquête en collaboration avec la police régionale de Waterloo qui a permis aux policiers de Laval de procéder à l'arrestation du suspect à Kitchener, en Ontario.
En soirée, ça se passait mardi dernier, des perquisitions dont son domicile ont permis de localiser plusieurs éléments de preuve visés par les mandats. Avec le support des enquêteurs des crimes majeurs de la police régionale de Waterloo, plus d'une vingtaine de témoins qui ont été et vont être rencontrés dans la région de Kitchener ainsi qu'à Laval et Montréal. Le prévenu a comparu en Ontario et il devra comparaître dans les prochains jours incessamment au palais de justice de Laval. Cousin fait face à une accusation de meurtre et d'autres chefs d'accusation à être déterminés par le directeur des poursuites criminelles et pénales. Rappelons que la victime avait été atteinte par projectile d'arme à feu vers 19h55 au 4808 Lévesque à Saint-Vincent-de-Paul et que son décès avait été constaté devant le logement suite justement à cette altercation. Secteur Vimont, des corps retrouvés et enquête déclenchée rue d'Édimbourg, analysant avec soin les décombres d'un bâtiment résidentiel rasé par les flammes dans l'après-midi du 4 octobre. Rue d'Édimbourg, l'équipe d'identité judiciaire de la police de Laval qui a finalement retrouvé un corps en cours d'intervention. On ne sait pas encore si la dépouille découverte le 7 octobre est bien celle du propriétaire des lieux qui manque toujours à l'appel. Le coroner dans le dossier qui a réclamé une autopsie et les enquêteurs du service de police de Laval poursuivent leurs enquêtes pour trouver la cause de cet incendie mortel. Et le 4 octobre, un citoyen a contacté le 911 à 15h09. Rappelons les faits de leur sortie de la caserne, les pompiers qui apercevaient les flammes et la fumée arrivant sur place à peine 2 minutes après l'appel. Et à ce moment, les flammes fusaient du second étage et avaient déjà causé des dommages irrémédiables à cette maison unifamiliale. Et dès lors, les hommes du service de sécurité incendie s'étaient affairés à protéger les résidences adjacentes et sécuriser un important périmètre tout en contenant les flammes. Le toit s'étant effondré sur le 2e étage et les murs menaçant de s'affaisser, le travail des pompiers qui en avait été fortement gêné, sans compter une forte proportion de matériel déjà carbonisé. Et contrôlé en début de soirée à 18h14, ce feu aurait débuté au rez-de-chaussée. On sait qu'au moins un véhicule était stationné sur les lieux. Alors, c'est ce qu'on peut dénoter pour l'instant dans ce dossier. Passons maintenant à Marie-Ève Allard, notre chroniqueuse, qui nous fait découvrir Royal Luminaire, elle qui est designer de métier de formation, pourra très bien nous guider à travers ce magasin bien connu. Bonjour, Marie-Ève Allard, designer et chroniqueuse déco. Donc, aujourd'hui, je vous emmène rencontrer un de mes plus fidèles partenaires dans mes projets de design. Je vous parle de Royaume Luminaire. Royaume Luminaire va se démarquer sur le marché. C'est une entreprise familiale qui est depuis longtemps établie au Québec et également par ses conseils qui viennent vraiment à chaque fois compléter mes projets. Alors, on est en présence de Kim Parenteau de Royaume Luminaire. Bonjour, Kim. Bonjour. Kim, j'aimerais tout d'abord que tu nous présentes un peu ton entreprise, ce qui fait selon toi que vous vous démarquez sur le marché. Parfait. Alors, on est un magasin qui est très familial. On a un service assez particulier, mais on essaie aussi d'aller chercher certaines exclusivités. Donc, ça nous débarque côté modèle. On se démarque beaucoup par les choix, des choses qu'on n'a pas vu ou pratiquement pas vu dans les autres magasins, les grandes surfaces et tout ça. On essaye vraiment d'aller chercher des modèles au goût du jour puis différents de tout partout. En tant que designer, c'est vraiment une des raisons pour laquelle je suis cliente. Et justement, qu'est-ce qui fait en sorte que vous arrivez à trouver ces exclusivités-là? J'ai entendu parler que vous faites des voyages quelquefois à l'extérieur. Oui, absolument. Au moins, minimalement, une fois par année, on fait des voyages, un voyage annuel où on va faire les achats, qu'on va voir les dernières tendances, les dernières propositions, les dernières fabrications de produits, puis on s'assure de les avoir, ces nouveautés-là, pour suivre la mode. Ça change tellement. Aux 6 mois, là, on change des nouvelles lampes, nouvelles décorations, on prend la place ce qui fait qu'on a des produits de visite en visite qui fait différents. Effectivement, chaque semaine, je pense que je vois des nouveaux produits sur le plancher quand je viens vous voir. Ouais. Et bien, raconte-moi un peu l'effervescence que vous vivez là-bas lors de ces voyages. Je pense que c'est à Las Vegas, si je ne me trompe pas. C'est à Dallas. Dallas, pardon. C'est à Dallas. C'est vraiment comme un gros édifice que c'est comme sur 13 étages, que c'est que du luminaire. On visite, ça prend... on y va à peu près entre 4 et 5 jours et c'est les grosses journées qu'on voit des lampes du matin au soir en mangeant un peu de boue, en faisant les choix et tout ça. C'est vraiment des grosses journées, mais c'est des journées qu'on rapporte tellement des beaux modèles puis des beaux produits qu'on pourrait pas se passer.
Ça paraît que vous êtes... Mais il faut être passionné, je pense, pour vivre ces 4-5 jours-là, justement, de façon intensive. Et dans vos derniers voyages, qu'est-ce que vous avez remarqué qui s'en vient en 2017? Ça vers quoi qu'on se tourne présentement? Présentement, la mode est au chaleureux. Le côté brut est bien aimé, puis je peux vous en montrer même quelques-unes. Par exemple, des luminaires avec du genre de cordage, la corde de cisaille, qui est bien populaire. On y va avec des modèles, les ampoules vintage, qui sont vraiment à la mode sur ce genre de luminaire-là, qui fait vraiment chaleureux, la fameuse ampoule Thomas Edison, avec les ampoules à filament. C'est chaleureux, ça démontre vraiment un côté actuel. C'est épuré, mais en même temps, on va rechercher un côté qui est simple, brut. Faut pas avoir peur de mélanger les textures maintenant, si je ne me trompe pas. Là. Non, il y a du cordage, il y a de l'industriel en métal rough. On peut avoir même du bois qui vient encore là faire sa différence dans les décors. Là, Et la demande est là présentement pour ce mélange de textures-là, finalement? Oui, c'est vraiment comme des produits qui sont demandés, que les designers comme vous ils proposent beaucoup dans les nouveaux décors qu'on crée. C'est vraiment les dernières tendances qui sont proposées. J'ai aussi même le brass aussi qui est bien aimé. Le retour du brass, du or vieilli. Le mélange, il mélange beaucoup les textures, les couleurs, le métal, le bronze, le brass. Ça fait vraiment un décor qui est unique et je pense que si on n'est pas accompagné d'un expert comme vous, ça peut peut-être être facile de se perdre lorsqu'on fait un choix de luminaire. Ça serait quoi les pires erreurs là, à ne pas commettre quand on vient magasiner un luminaire, finalement? Je vous dirais que la principale erreur que les gens font, c'est des problèmes de format qui prennent trop petit, par exemple, pour une salle à manger. Faut vraiment, comme souvent les gens arrivent avec leurs mesures, j'ai une table de temps par temps, une hauteur de plafond par temps. Puis là, nous, c'est notre devoir de vous dire, bon, ben oui, c'est joli, mais c'est pas la taille que je vous conseillerais. C'est en plein ça. C'est là que nous, on peut pas décider pour vous, mais on peut proposer. Puis surtout, on voit le style que vous aimez quand vous entrez ici, mais c'est surtout les formats souvent qu'on ajuste là, selon les maisons. En termes de hauteur aussi, j'imagine, avec les plafonds? Oui, on ajuste ça. Faut pas aller trop petit quand on a un plafond qui est élevé ou cathédrale, par exemple. On essaie de faire penser aux gens aussi quelque chose d'assez facile d'entretien. On propose tout le temps le DEL, qui est une ampoule qui est vraiment au goût du jour présentement. On n'a pas de côté consommation électrique. Le DEL est vraiment tendance. Puis c'est rendu joli du DEL aujourd'hui. Même les ampoules Thomas Edison sont sorties au DEL. Donc, on est capable d'avoir quelque chose de chaleureux, mais aussi avec les nouveautés qui est proposé aujourd'hui. Puis rapport qualité-prix, je sais que les gens sont portés peut-être à avoir peur d'une ampoule au niveau du coût, l'ampoule au DEL, mais je pense que sur le rapport longévité, on peut être gagnant. Oui, absolument, parce qu'une ampoule au DEL, ça dure 50 000 heures. Ils ont fait une étude de marché que si on ouvrait ça comme 3 heures par jour, c'est la moyenne que les gens vont ouvrir, ça dure entre 20 et 25 ans. Fait que, oui, c'est un investissement au départ, c'est pas une ampoule qui est donnée, mais ça rentre en ligne de compte que finalement, on n'en change pas, c'est peu d'entretien. Puis aussi, côté consommation, c'est pratiquement entre 4 et 10 watts, une ampoule au DEL qui équivaut à une 100 watts. Ça fait la différence là, aussi sur le coût électrique. Finalement, ce que je comprends, c'est que si on veut être sûr de ne pas se tromper, on vient voir un membre de votre équipe. Vous avez plusieurs succursales à travers le Québec. Oui, on est 9 magasins au travers le Québec, puis ça fait au-dessus le premier magasin est arrivé à Sorel, ça fait au-dessus d'une trentaine d'années, un peu plus que 30 ans, oui. Puis maintenant, on est 9 magasins à travers le Québec. On est des magasins toutes familiales. On a un service familial aussi. C'est pas juste vendre pour vendre qu'on fait, c'est servir le client, c'est aider le client à faire un choix judicieux. Puis ça nous fait vraiment un grand plaisir d'avoir toute cette belle clientèle. Bien, ça paraît que vous le faites avec amour du métier. Merci beaucoup, Kim Parenteau, Royaume Luminaire. On vous invite à les suivre sur Facebook et leur site web qui est là à votre disposition. Merci.
La ville de Laval qui a eu 50 ans l'an dernier, mais les traces ici d'êtres humains sont beaucoup plus longues que ça en termes d'années. On les chiffre environ à 4 siècles, donc 400 ans d'histoire pour l'île Jésus. Et justement, pour parler de cette mission de faire connaître le patrimoine ici à Laval, j'ai l'occasion d'en discuter avec Anne-Frédérique Morin, qui est responsable et historienne et aussi donc responsable des communications de la Société d'histoire et de généalogie de l'île Jésus. Anne-Frédérique, merci d'être là. Merci à vous de m'avoir invité. Ça fait grand plaisir. Et je le disais en prémisse lors de l'introduction, je pense qu'on sous-estime le patrimoine historique qu'il y a ici sur l'île Jésus, donc à Laval finalement. Oui. Énormément. En fait, il y a presque personne qui a écrit sur le sujet, malheureusement, parce que l'île de Montréal a été traitée là, sous toutes les coutures possibles. C'est assez impressionnant. Tandis qu'à Laval, il y a quelques mémoires de maîtrise, quelques thèses de doc, ce qui est un peu la base du travail historien. Puis ça permettrait, en fait, si on en avait davantage, ça permettrait d'avoir une meilleure compréhension de ce qui s'est vraiment passé à l'île Jésus. Là. Mais l'île Jésus servait, en l'occurrence, peut-être d'échange entre les Amérindiens et les Blancs? Ou... En fait, ça a été un lieu de passage quand même important pour les Amérindiens. Par contre, il y a eu quand même des traités qui ont été faits. Les Amérindiens se sont déplacés plus sur la rive nord. Puis, il y a la seigneurie de l'île Jésus, en fait, qui a été créée par les Jésuites. Puis ensuite, il y a Monseigneur Laval là, qui l'a cédé au séminaire de Québec. Puis, en fait, le séminaire de Québec l'a vraiment développé dès le 17e siècle pour ensuite, au 18e siècle, là, vraiment... céder des terres à différents colons, puis tout ça. Et ça a vraiment, ça s'est développé rapidement. Donc, c'est devenu un territoire de colonisation assez important. Puis là, présentement, est-ce qu'il y a encore des traces, puis est-ce que vous en avez trouvé aussi dans les dernières années, vous, à la Société, c'est-à-dire des traces humaines, du matériel, des vieux, peut-être, contenants pour cuisiner, Bien, en fait, on a plusieurs... oui, c'est ça, on a plusieurs vestiges de l'époque, soit autochtones ou même un petit peu plus tard, là, de colonisation. On a beaucoup d'artefacts qui sont à la Société d'histoire et de généalogie de l'île Jésus. On a quand même une collection qui est considérable. Par contre, bien, c'est sûr qu'on aimerait s'en trouver toujours. C'est plutôt les citoyens qui nous les apportent. OK. Qui les trouvent sur leur terrain, par exemple, en aux faisant, abords. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui vont trouver, en labourant leur terre, là, des vestiges. On a des fragments de céramique, des fragments de pipes amérindiennes, des choses comme ça. C'est super intéressant. Puis, bien, en recevant ça, nous, on peut faire vraiment un développement plus exhaustif là, de ce qui s'est passé, vraiment. Puis donc, d'où de continuer votre mission? De faire connaître ça, de les mettre en valeur, de les recycler finalement, ces vestiges-là, de pouvoir là, les faire connaître de la grande population. Et justement, la généalogie là-dedans, parce qu'on parlait d'histoire, mais la généalogie a quand même une place importante également dans la société. Oui, en fait, c'est une de nos activités principales, la généalogie. La plupart des gens qui viennent à notre centre de documentation là, viennent pour faire leur généalogie ou la généalogie de leurs amis, par exemple. On est vraiment équipés pour faire ça comparativement à d'autres sociétés d'histoire. Donc, c'est vraiment super. C'est sûr que lorsqu'on fait notre généalogie, on permet à l'histoire de notre région de vraiment se développer. Puis on a souvent des surprises là, avec... on peut avoir des ancêtres qui, on ne savait pas, mais proviennent peut-être d'un clan autochtone quelconque ou peut débarquer d'un bateau. Finalement, c'est un amiral, puis on ne le savait pas. Donc, ça peut être super intéressant. Bien, certainement. Puis vous avez, je pense, des conférences en ce sens-là pour aiguiller les gens, les intéresser, puis leur démontrer comment faire et tout ça au cours des prochaines semaines. D'ailleurs, oui, c'est ça. Bien, on a des cours, en fait, pour apprendre à faire de la généalogie, pour retracer ses ancêtres. Ça se donne à la Société d'histoire. C'est pas très cher, là. En fait, c'est une série de 4 cours qui commence là, en ce moment. Puis on a aussi des cours pour, en fait, apprendre à utiliser les logiciels parce que souvent notre clientèle... Oui, c'est ça, c'est en novembre. Notre clientèle est pas toujours... apte à travailler avec ces logiciels-là qui sont vraiment complexes. C'est particulier, c'est unique pour faire ce genre de choses-là. Exactement, c'est vraiment, ça s'appelle Brothers Keepers, puis même moi, j'ai jamais travaillé avec. Là. C'est très complexe, donc un cours, c'est super utile là, pour pouvoir travailler avec. Manœuvrer tout ça. Et j'imagine que les généalogies, parce que la ville de Laval est devenue très cosmopolite avec les années, donc cette généalogie-là va changer dans les années à venir. C'est appelé à changer un peu le portrait historique aussi de la ville de Laval? Vraiment. En fait, depuis les années même 50, là, il y a énormément de communautés qui sont venues s'établir. Puis bien, ça change le portrait complètement de l'île Jésus. Puis ça, c'est vraiment extraordinaire parce que dans 100 ans, le portrait, justement, disons,
biologique des gens va avoir complètement changé, puis c'est super. Oui. Et allons-y avec aussi, parce que vous avez à même aussi le même bâtiment, si on peut dire, un autre organisme qui est un peu, je dirais, un peu comme un complément, si je parle du Centre d'archives de Laval. Oui, c'est ça, qui a été fondé en 2010, puis qui est maintenant agréé comme un centre d'archives privé par Bibliothèque et Archives nationales du Québec, BANQ. Donc, on a une quantité assez incroyable de fonds d'archives privés. Ça peut être le fonds Napoléon Charbonneau, on en a de la société même, là, des choses qu'on a acquises au fil du temps. On a beaucoup de choses, que ce soit cinématographique, des documents textuels, on a vraiment énormément de trucs. Donc, puis en fait, les citoyens sont appelés à venir consulter. À contribuer peut-être, s'ils ont des archives chez eux, à venir les valoriser chez vous? C'est exactement ce qu'on veut, c'est d'aller chercher le plus de gens possible qui viennent nous donner leurs archives sous condition, c'est sûr. Il peut y avoir une période de non-consultation pour les 50 prochaines années pour que les gens soient très à l'aise avec, par exemple, leurs enfants et tout ça. Mais c'est vraiment super. On a presque chaque semaine, des gens qui viennent nous porter leurs archives, on consulte avec eux qu'est-ce qu'ils veulent publiciser, qu'est-ce qu'ils veulent pas mettre à la disposition des chercheurs et tout ça. Il nous reste peu de temps, mais je veux qu'on parle du fait que vous êtes en train de préparer des capsules vidéo pour valoriser, mettre en évidence les personnages des lieux historiques découlant du 50e, je pense. Oui, c'est ça. On en a fait 5 déjà l'année passée qui sont disponibles en ligne, mais on en a 2 qui sont en préparation là, actuellement. Il y en a une sur l'histoire du jazz. Ça va être vraiment l'histoire, en fait, de la musique. La musique, tout ça. Puis la fête à Laval. Ça va être vraiment super. Puis, c'est des capsules de 3 minutes qui sont vraiment faites en collaboration avec la Ville. Donc, c'est un peu pour faire de la promotion. On peut aller voir tout ça sur votre site Internet qui est déjà au bas de l'écran. Merci beaucoup pour venir nous parler. Donc, Anne-Frédérique Morin, historienne responsable des communications, donc de la Société d'histoire et de généalogie de l'île Jésus. Merci encore. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, c'est peut-être l'entrevue où je serai le moins à l'aise depuis le début de TV Laval Nouvelle avec, vous le voyez, un python ici, serpent, et on a un bébé alligator en studio. Je peux vous dire que les filles se tiennent loin présentement du plateau de télé, mais ça ne nous empêche pas de parler, bien évidemment, donc de ce salon des animaux de compagnie qui se tient les 5 et 6 novembre prochains. C'est Place Bonaventure à Montréal, et j'ai l'occasion d'en parler avec Michel Leblanc, qui est spécialiste justement pour les reptiles, mais aussi qui est porte-parole pour la boutique Magazou. Exactement. C'est bien ça, monsieur, donc Michel Leblanc. Merci de venir nous en parler. Il n'y a pas de problème. Vous êtes un habitué parce que vous venez souvent nous voir d'année en année, justement, et peut-être commencer avec les reptiles qui sont votre spécialité. Nous dire un peu si j'ai un python. C'est un python royal. Avant tout, c'est sûr qu'au salon, il y a des kiosques. Fait que le kiosque de Magazou, c'est une animalerie qui est spécialisée en reptiles. Donc, eux autres sont là pour démystifier. Parce que les reptiles, on aime ou on n'aime pas. C'est ça. Il y a comme une mauvaise, peut-être, pensée qui s'avère pas si mal, finalement, vers eux. Oui, mais c'est d'apprendre. C'est un peu... C'est de l'inconnu, hein? Fait que c'est d'apprendre à les connaître. Fait que c'est sûr que au kiosque, ils vont expliquer qu'est-ce que ça mange, où ça vit. Souvent, les gens, les préjugés, oui, c'est un python. Oui, mais un python, tout de suite, les gens vont penser immense puis dangereux. Non, c'est parce qu'il y a bien des sortes de python royal. Ça, c'est un python royal. Il y a le python malais, le python tapis, le python de Birmanie. Le serpent le plus long au monde, c'est un python, mais un python réticulé. OK. Fait que le python réticulé, oui, c'est sûr que ça peut être... à faire attention, en haut de 3 mètres, il faut surveiller. Ça commence à être plus long que notre salon. C'est parce que c'est gros et c'est fort, tu sais. Mais c'est pas des animaux à caractère agressif. Il faut spécifier aux gens que ça ne mord pas. Bien, ça peut mordre, mais ça prend une raison pour mordre. OK. Tu sais, un être humain va mordre pour se nourrir, mais mordre pour se défendre, peut-être pas. Non. Un serpent ou un lézard, peu importe, le premier réflexe de tout, c'est de se sauver. Ensuite de ça, bien, il passe en mode défensif parce qu'il est coincé ou il est mal pris, là, il va chercher à se mettre en position pour mordre. Mais même avant de mordre, souvent, il va se plier. Mettons, on parle du serpent, il va se plier, prêt à aller mordre pour se défendre. Mais son premier réflexe, c'est non, je veux pas. Mais là, vous avez un bébé alligator. Le bébé alligator. Il bouge pas mal, là. Oui, bien là, il commence à se réchauffer. Est-ce que j'ai besoin d'avoir peur, non? Non, parce que l'alligator, premièrement, on n'a pas le droit d'avoir ça, ça prend des permis. Fait que c'est pour ça que les kiosques de l'animalerie, ils ont les permis pour en posséder. Puis c'est d'expliquer aux gens, parce que ça fait partie quand même des reptiles. En étant muselé, il est capable de respirer, il n'y a pas de problème. Ouais. C'est pour une sécurité. Mais là, c'est du tape électrique, là. On dirait que
j'ai une crainte, là. Oui, mais le tape électrique, c'est quand même résistant, puis il y a quand même plus qu'un tour. C'est parfaitement sécuritaire, c'est pas dommageable pour lui. La seule chose qu'il peut faire, c'est qu'il peut donner un coup de tête ou donner un coup de queue. La queue, elle est plate, ça va l'aider à avancer par se déplacer normalement dans l'eau. Dans l'eau. Puis souvent aussi, il peut s'en servir pour se propulser hors de l'eau pour attraper un oiseau qui est sur une branche pas loin ou des choses comme ça. Et si on parle des autres, parce que c'est un grand salon, ça parle de plein d'animaux. On peut, donc, pour toute la famille, finalement, aller voir des exposants, des vétérinaires sur différents animaux là, au salon. Oui, au salon, il y a beaucoup de kiosques. Il y a des kiosques, des chiens, des chats, des lapins. Il y a dans mon entrejambe, attends une minute. Moi, juste l'enlever de mon entrejambe. Pas de là. problème. C'est sûr que nous autres, en tant qu'exposants pour les reptiles, il faut quand même faire attention parce que plusieurs années que j'ai participé, il y avait des cochons d'Inde, des hamsters. Dans la nature, ça peut être de la nourriture pour ces animaux-là. Fait que c'est sûr qu'en tant qu'animateur, quand il y a une personne qui vient à notre kiosque, il faut dire, tu sais, faire attention, t'es-tu lavé les mains? Est-ce que ta main sent le rongeur? Parce que le serpent, s'il a faim, même si ça sent l'humain, il n'y a pas de problème. Si ça sent le rongeur, ça peut peut-être l'attiser un petit peu et dire, ah, mais vu qu'il n'est pas dans son environnement habituel, il est comme stressé un peu. Mais il y a une panoplie d'animaux à voir, à visiter. C'est pour toute la famille, les jeunes, les moins jeunes. Puis peut-être des fois savoir si... parce qu'on a une ambition parfois d'avoir certains animaux de compagnie. Et puis on se rend compte que notre horaire de vie, peut-être notre habitat ne permet pas d'avoir, par exemple, des reptiles, des chiens. J'imagine que c'est important aussi de pouvoir s'enquérir de tout ça. C'est sûr que les animaux de compagnie, c'est intéressant, mais le salon, il est là aussi pour s'informer. Il faut s'informer. Une tortue peut vivre une cinquantaine d'années, un lézard une dizaine d'années. Ce serpent-là, le record en captivité, je pense, c'est 40 ans. Fait que c'est sûr, c'est de s'informer et de ne pas acheter sur un coup de tête. Les gens, ils achètent sur un coup de tête. Non. Un reptile, je dirais, c'est peut-être moins d'entretien qu'un autre animal. Mais encore là, il ne faut pas l'acheter parce que j'ai un reptile. On l'achète parce qu'on est conscient, on sait ce que ça prend, on sait comment les nourrir. Fait que c'est un peu ça. Fait que le salon, peu importe l'animal que vous allez visiter, l'animal qui vous intéresse, il y a des passionnés sur place, il y a du monde qui sont experts en la matière. Puis je me suis toujours posé une question. Je déroge un peu du salon donc, qui aura lieu le 4 et 5 novembre prochain, mais quelle est, la motivation d'un propriétaire, d'un futur propriétaire de serpent, par exemple, d'en avoir un? Parce qu'un chien, on se dit, c'est un compagnon de vie. C'est définitivement quelqu'un qui peut être avec nous quand on se sent seul. Ouais, là, il semble vouloir s'égarer un peu. Il veut descendre un petit peu. Alors je me posais la question, justement, un reptile, mais en l'occurrence, un serpent. Quelle peut être la motivation, selon vous? Bien, les reptiles, il faut comparer ça à des poissons. Ils ont besoin d'un environnement pour vivre. Ça ne peut pas être lousse dans une maison comme un chien ou un chat, par exemple. Fait qu'ils ont besoin d'un environnement contrôlé, un peu comme un poisson. Sauf que les reptiles, contrairement aux poissons, si ça te tente, tu peux le prendre, mais c'est un plaisir personnel. C'est pas pour... tu n'as pas d'affection comme un chien ou un autre animal. C'est vraiment comparable à des poissons, mais tu peux le prendre. Puis aussi, ça peut être des questions, les gens, ils ont moins... c'est moins d'entretien. Il y en a qui ont des problèmes d'allergie. L'espace, ça prend pas beaucoup de place, un environnement, fait que c'est un peu plus petit. Puis c'est comme les nouveaux animaux de compagnie. De plus en plus, il y a des éleveurs au Québec qui reproduisent. Fait que c'est des animaux qui sont peut-être faciles à pouvoir vivre dans la vie de tous les jours, qui ne demandent pas trop d'entretien, comme vous disiez. Puis, bien, en tout cas, c'est certain qu'on sera au Salon national des animaux de compagnie, 4 et 5 et 6 novembre, donc prochain. C'est à la place Bonaventure de Montréal. On peut s'enquérir de tous les résultats sur le snac.ca. Et merci beaucoup de nous parler de reptiles, de démystifier ça avec nous et de nous parler un peu de ce qu'on pourra voir à ce prochain Salon des animaux. Il n'y a pas de problème, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Merci. Le programme de remboursement volontaire n'affectera en rien les procès. Le maire déchu, Gilles Vaillancourt, et ses 33 co-accusés, dont les 2 procès sont prévus d'ailleurs en 2017, seront tous traduits devant la justice, indépendamment qu'ils se prévalent ou pas du programme de remboursement volontaire, soit le PRV. On parle de responsabilité civile, a indiqué l'ex-juge en chef de la Cour supérieure du Québec et administrateur du programme, François Rolland, lors d'un point de presse le 5 octobre. Ce n'est pas un programme pénal, on ne s'achète pas d'immunité aux criminels. Les poursuites criminelles, tout comme les plaintes au Bureau de la concurrence liées à des stratagèmes de corruption et de collusion dans le cadre de l'octroi de contrats publics demeurent, a appuyé M. Rolland.
Et aussi, d'ailleurs, cela n'aurait pas d'impact ni d'effet sur la responsabilité criminelle, mais pourrait avoir un effet sur la sentence dans la mesure où un accusé accepte de rembourser dans un cas de fraude, a-t-il tenu à soutenir. S'inspirant des meilleures pratiques en matière de justice participative, ce programme vise essentiellement à récupérer des sommes payées en trop en minimisant les coûts et les délais. Secteur Sainte-Dorothée, c'est donc une femme qui se tue en percutant une maison. Tout indique qu'une jeune conductrice de 23 ans a perdu le contrôle de son véhicule à haute vélocité au petit matin du lundi 10 octobre, alors qu'il a effectué plusieurs tonneaux avant de heurter le côté d'une résidence, chemin du bord de l'eau, non loin du boulevard Samson. Il était donc très tôt, 4h25, quand le propriétaire des lieux a contacté le 911, la pierre de sa maison ayant subi de sérieux dommages sous l'impact violent. Et à leur arrivée sur place, voyant l'automobile de marque Mercedes renverser, les patrouilleurs qui ont confirmé l'accident et réclamé l'aide d'urgence santé, mais il était déjà trop tard pour la conductrice. On n'a pu que constater son décès. Une scène a été établie, le chemin du bord de l'eau demeurant partiellement fermé à la circulation jusqu'en après-midi. Dans le secteur, les enquêteurs de la section accident de la police de Laval poursuivent d'ailleurs leur enquête sur la cause possible de cette triste embardée qui est survenue jour de l'Action de grâce. Le corps du pêcheur de Laval qui a été retrouvé, ce corps retrouvé par les équipes d'urgence jeudi le 8 octobre dans le lac Saint-Louis est bien celui du pêcheur de 38 ans de Laval, porté disparu depuis le 1er octobre. Le corps qui a été retiré des eaux du lac vers 17 h, c'est un citoyen qui a alerté les services d'urgence après avoir aperçu un corps flotter près des îles de Dorval. C'est ce qu'a indiqué le sergent Claude Denis, porte-parole de la Sûreté du Québec. L'homme a été identifié, mais par respect pour la famille, nous ne divulguerons pas son identité, fait part le porte-parole. Il n'était pas en mesure de dire où le corps a été retrouvé exactement. Les équipes d'urgence de Châteauguay étaient toutefois à pied d'œuvre jeudi soir près de la descente de bateau de la rue Higgins, où un périmètre de sécurité a été érigé. Les secouristes y attendaient le retour d'une équipe de pompiers qui était partie en bateau chercher le corps dans le secteur de l'île Saint-Bernard. Samedi vers 3 h du matin, un homme de 38 ans de Laval qui est tombé d'un bateau de plaisance parti de la marina de Pointe-Claire vers 22 h la veille, à bord duquel il se trouvait avec 3 autres hommes. 2 ont plongé pour tenter de le sauver, mais en vain. Ils ont été soignés à l'hôpital pour de l'hypothermie, une vaste opération de recherche qui avait été déployée après réception de l'appel au 911. L'hélicoptère de la Sûreté du Québec a survolé le secteur. Les équipes nautiques des pompiers de Châteauguay, de Beauharnois ont participé aux recherches ainsi que la garde côtière et les plongeurs de la Sûreté du Québec. Service de taxi qui a été perturbé à Laval. Les services de taxi qui ont donc en effet perturbé le 5 octobre à Laval en raison du mouvement national de grève lancé par le Front commun du taxi. Coop Taxi Laval qui a suspendu ses activités de 10 h à 13 h sur le territoire afin de se rendre à Montréal pour protester contre Uber. Le service n'était pas offert sauf pour le transport adapté. Rappelons qu'Uber offrira légalement des courses à compter du 14 octobre. Les chauffeurs de la région s'étaient donné rendez-vous en face du Cosmodome et par la suite, ils ont rejoint des milliers de chauffeurs à Montréal. Un convoi de chauffeurs de taxi qui a paralysé la circulation montréalaise en roulant lentement sur l'autoroute 40 Ouest, la 15 Sud et la 720 en direction du centre-ville de la métropole. Ils ont fait d'ailleurs des boucles pour ensuite se rassembler au square Dorchester. Le Front commun avait invité tous les chauffeurs de taxi et de limousines de la province à débrayer. La participation à la grève n'était pas obligatoire car les chauffeurs ont un statut de travailleur autonome. Notons que l'appel à la grève a été lancé après que l'industrie du taxi eut essuyé 2 échecs devant les tribunaux pour faire cesser les activités d'Uber. Les chauffeurs de taxi se retrouveront devant les tribunaux d'ailleurs en janvier lorsqu'ils seront entendus à nouveau en Cour supérieure du Québec. Employé de soutien à l'école Leblanc qui a été hospitalisé, explication des faits. Un élève de la classe de soutien émotif aurait mis une substance dans un liquide qu'une technicienne en éducation spécialisée aurait bu le 14 septembre et elle a dû être hospitalisée durant 48 heures. La police de Laval confirme avoir ouvert une enquête pour voie de fait. Pour le moment, on ignore quel élève serait responsable. On ne sait pas non plus si c'est un voie de fait, car il n'y a pas eu finalement de coup d'agression physique, précise la sergente Geneviève Major, porte-parole. L'éducatrice aurait eu des sensations de brûlure à la bouche après avoir bu un liquide, précise l'agente aux affaires publiques.
Evelyne Boudreau. Et ce fameux liquide a été envoyé en expertise et nous aurons des réponses dans environ 8 semaines. Pour citer donc toujours la policière, d'ici là, il y a une enquête et le directeur de l'école Leblanc, Jean-Sébastien Desrosiers, n'a pas voulu émettre de commentaires, référant plutôt au directeur des communications de la commission scolaire de Laval. Jean-Pierre Archambault, ce dernier n'a pas retourné de nombreux appels et même son plage de la part du syndicat lavallois des employés de soutien. L'enquête suit son cours. Cet incident n'est pas relié aux coupures en éducation. Certains font des raccourcis, admet le président Yves Brouillette. La police de Laval confirme avoir ouvert une enquête et pour le moment, on ignore quel élève serait responsable. On ne sait pas non plus si c'est pour voie de fait, car il n'y a pas eu de coup d'agression physique, mentionne donc la sergente Geneviève Major, qui est porte-parole donc dans cette histoire. Est-ce que vous connaissez bien ce que c'est le regroupement AFEAS? On vous le redit, on vous le rementionne. Découverte de cet organisme de Laval. Topo que voici. Bonjour, je suis Mariette Gilbert pour l'AFEAS, Association féminine d'éducation et d'action sociale. Alors, l'AFEAS est un organisme de défense des droits qui est présent au Québec, partout au Québec depuis 50 ans. Alors, l'AFEAS défend les intérêts des femmes auprès des instances décisionnelles. La façon de faire, c'est de rencontrer les élus, de faire des pétitions, des mémoires lors de commissions parlementaires. L'AFEAS offre des ateliers, dont l'atelier sur le travail invisible, qui concerne tout le rôle parental et le rôle de personne aidante, l'atelier sur l'union de fait, ainsi qu'un atelier sur la conciliation aidance-vie personnelle. Chaque année, du 25 novembre au 6 décembre, on réalise une campagne contre la violence avec le ruban blanc en V inversé. Le premier mardi d'avril aussi, nous soulignons la Journée nationale du travail invisible pour reconnaître tout le travail effectué par les parents et les personnes aidantes. L'AFEAS organise aussi des activités sur des sujets d'actualité au cours de l'année. Ce que nous souhaitons avoir dans nos rangs, ce sont des femmes intéressées par la condition féminine, qui sont intéressées à collaborer à l'organisation des différentes activités, qui peut-être certaines ont des capacités pour du secrétariat et d'autres des habiletés avec les réseaux sociaux. Le numéro de téléphone pour rejoindre l'AFEAS de Laval est le 450-972-7976 et le courriel afeasdelaval@gmail.com. Aujourd'hui, le sujet risque d'interpeller plusieurs d'entre vous. C'est une problématique sociale qui, à chaque année, touche plusieurs jeunes. Je parle ici de l'intimidation. Comment reconnaître l'intimidation? Selon Jeunesse J'écoute, l'intimidation, c'est lorsqu'une personne utilise sa force pour blesser, pour faire peur, pour exclure ou pour insulter quelqu'un. C'est toujours fait d'un acte délibéré et généralement répété. Quoi de mieux pour comprendre le phénomène que d'avoir avec nous en studio une personne qui a vécu l'intimidation? Je vous présente Ariane Delisio. Bonjour Ariane. Bonjour. Ça va bien? Oui. Pas trop stressée? Non, ça va. Tant mieux. Alors, je vous explique, Ariane, elle est YouTubeuse et elle vient aujourd'hui avec courage. Il faut le mentionner parce que ça prend beaucoup de courage de s'ouvrir comme ça à la télévision. Oui. Donc, elle vient nous témoigner de son parcours scolaire qui a été difficile. Ariane, raconte-moi ton histoire. Comment l'intimidation est entrée dans ta vie? Bien, moi, environ, c'est commencé au secondaire 2. Pas au début d'année, ça a vraiment été à moitié de l'année. C'est une ancienne gang d'amis, dans le fond, qui s'est un peu retournée contre moi, mon ancien copain aussi. Donc, ça s'est comme formé un petit peu. Puis, c'est vraiment comme avec les semaines qui ont déboulé que, tu sais, il y a eu plusieurs rumeurs. Il y avait beaucoup de gens qui parlaient de moi quand je passais dans les corridors. Donc, ça s'est comme amplifié. Puis, à un moment donné, c'était juste toute l'école qui était rendue contre moi. Donc, c'était impossible que je passe dans un corridor sans entendre quelque chose. Fait que c'est ça. Mais c'était beaucoup des filles, surtout mon ancienne gang d'amis, donc qui sont vraiment mis contre moi. Puis, tu sais, j'avais beaucoup de menaces puis tout. Fait que j'avais beaucoup de peur d'aller à l'école.
c'était rendu vraiment intense dans ma vie. Puis je me souviens que je pensais toujours à des façons de m'en sortir un petit peu, donc j'évitais les places où qui étaient. Donc c'était toujours comme un peu un cercle vicieux parce que j'étais toujours pognée à trouver des façons de les... Pour éviter le problème et non le régler. Exactement. Si je comprends bien, c'était ton cercle d'amis qui s'est retourné contre toi. Exactement. Est-ce qu'il est arrivé quelque chose ou c'est vraiment par leur choix personnel? C'est vraiment un événement qui est arrivé, dans le fond, c'est que j'ai menti sur quelque chose. Donc, ça l'a déboulé. On sait quand on est jeune, on voit ça comme tellement intense. Donc, j'étais la menteuse, puis tu sais, j'étais barrée, puis ils voulaient plus rien savoir de moi, puis ils me détestaient, dans le fond. Fait que c'était juste pour une affaire banale comme ça. Banale comme ça, puis je veux dire, au secondaire, je pense que ça arrive à tous les jeunes de mentir une fois. Juste eux, ils l'ont peut-être pris personnel, puis là, ça s'est retourné comme contre toi. Exactement. Tu m'as dit que c'était rendu que toute l'école était contre toi. Oui. Est-ce que c'est un peu la raison? Est-ce que tu penses que c'est juste les gens ont suivi? Je pense qu'ils ont suivi. Je pense que aussi j'avais quand même 2-3 amis qui sont restés, mais qu'à un moment donné, ils ont juste abandonné parce que tout le monde lui disait, ben tu peux pas être ami avec cette fille-là, personne l'aime, tu sais, elle est bizarre, puis tout. Ils voulaient vraiment t'exclure. Exactement. C'était vraiment ça leur plan. Puis, tu sais, ils ont réussi parce qu'à la fin, j'étais toute seule. Puis, tu sais, je mangeais dans les toilettes, j'étais toujours toute seule. Fait que, tu sais, ils ont réussi dans un sens, là. Ouais. Puis, tu devais pas vouloir aller à l'école? Non, c'est ça. C'était vraiment dur. Puis moi, j'en parlais pas à mon père parce que justement, à un moment donné, tu te dis, ben je dois bien le mériter, toute cette haine-là, puis tout. Fait que j'en parlais juste pas. Je pensais que je le méritais. Mais, tu sais, je mentais à mon père. Je disais, je suis malade, tu sais, je veux pas y aller. Tu trouvais des fausses raisons pour manquer l'école. Mais, tu sais, quand j'étais malade 4 fois par semaine, là, tu sais, il était comme, non, tu vas à l'école. Il y a quelque chose qui cloche. Exactement. C'est quand que tu as pris conscience que c'était pas normal ce que tu vivais, que tu le méritais pas, puis que tu es allé chercher de l'aide? J'ai jamais été chercher de l'aide. Jamais? Non, j'ai toujours gardé ça pour moi. Puis c'est vraiment comme après, quand j'ai quitté l'école, que j'ai réalisé que c'était de l'intimidation que j'avais vécue. OK. J'ai jamais eu conscience que c'était de l'intimidation parce que je pensais que je le méritais, dans le fond. Fait que j'ai jamais été chercher de l'aide. Après avoir lâché l'école, as-tu décidé de consulter un psychologue? Oui, j'ai consulté un psychologue, puis c'est en parlant de ces choses-là que lui me dit que ce que je vivais, c'était pas correct, puis que c'était de l'intimidation. Puis c'est là que j'en ai pris conscience. Puis c'est là que j'ai voulu m'en sortir, justement, là. Fait que j'ai eu mon psychologue, puis j'en ai parlé à mes proches de ce que j'avais vécu. Finalement, tu as décidé de t'ouvrir. Exactement. Fait que là, je me suis rendu compte que j'avais quand même un bon cercle, puis que je pouvais m'en sortir. Tu m'expliquais que les gens t'intimidaient parce qu'ils te traitaient de menteuse. Ouais. Donc, d'une certaine façon, ils te donnaient une image d'une fille que tu n'étais pas. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que tu as de la difficulté à être réellement toi-même? Agis-tu toujours dans le but de plaire des autres? Bien, c'est sûr que ça reste là. Tu sais, je veux toujours être parfaite, je veux pas déplaire personne. Puis c'est ça, ça reste difficile, mais je le travaille beaucoup parce que je veux m'accepter. Puis c'est ça, je travaille beaucoup là-dessus. Là. Mais je dirais que... À travers ta chaîne YouTube, c'est une façon d'être toi-même? Exactement. C'est vraiment là que je me sens le mieux moi-même. Je parle des choses que j'aime, puis je me retrouve avec des gens qui sont un grand cercle de mes abonnés. Donc, c'est là que je me retrouve vraiment plus à ma place, puis que je parle des choses que j'aime et tout. Ouais. Tant mieux. Ouais. Ton passage aujourd'hui à l'émission t'amène à devenir d'une certaine façon un modèle pour nos jeunes auditeurs qui sont victimes d'intimidation. Aurais-tu des conseils à leur proposer? Oui. Bien, moi, je dirais vraiment comme d'en parler. C'est vraiment important d'aller vraiment voir sa famille. Moi, je ne l'ai pas fait parce que je pensais pas que c'était une intimidation. Mais dès qu'il arrive quelque chose à l'école, que quelqu'un vous dit quelque chose de pas gentil, peu importe qu'il arrive quelque chose, c'est vraiment important d'aller en parler. Que ça soit à ses parents ou quelqu'un à qui on fait vraiment confiance. Un intervenant à l'école. Exactement. À quelqu'un qu'on fait vraiment confiance puis qu'on sait que cette personne-là va pouvoir changer quelque chose. Parce que l'intimidation, c'est tolérance zéro, puis on ne peut pas accepter ça, puis il faut vraiment en parler. Ça va être la première chose qui va faire que ça va arrêter, justement. Oui, exact. Puis c'est le but aujourd'hui. Je suis vraiment contente que tu viennes pour en parler. Puis surtout, qu'on voit que toi, tu l'as comme accepté. Ouais. Tu croyais que c'était normal ce que tu vivais alors que tu ne le méritais pas du tout. Non, c'est ça.
Donc, non, c'est un beau message. Merci beaucoup pour ta présence. Ça fait plaisir. Mais aussi pour ton honnêteté. Merci. Puis je veux le mentionner, je trouve ça vraiment inspirant de voir une fille comme toi qui a souffert d'intimidation, qui a eu une période difficile, mais qui s'en sort bien aujourd'hui et qui est épanouie dans la vie. Ouais. Ça va certainement donner espoir à nos jeunes auditeurs. Je suis contente. Oui, parfait, merci. De rien. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations sur l'intimidation, consultez jeunessejécoute.ca. Le sujet de la semaine prochaine porte sur la cyberdépendance. Salut! C'est une entreprise qui aura sa première année d'existence de façon concrète. On va le souligner le 18 octobre prochain au restaurant Couteau Tranché. Et c'est pour une bonne cause qu'on a, tout d'abord, il y a 1 an, jour pour jour, ou presque, donné le coup d'envoi à cette entreprise, le Centre Leaders Féminin. C'est avec donc la créatrice, la fondatrice, Stéphanie Fernandez, que j'ai eu l'occasion d'en parler. Stéphanie, merci d'être avec nous. Merci à toi. Merci beaucoup. Et si on relate justement cette année-là entière qui s'est passée, est-ce que les raisons pour lesquelles tu as lancé le centre féminin, le centre Leaders au féminin il y a 1 an, ce sont les mêmes raisons 1 an plus tard? Est-ce que ça a changé un peu? Non, effectivement, c'est surtout, je suis sur la même lignée qu'au début. La raison que j'ai créé le centre Leaders au féminin, c'était d'apporter des ressources aux entrepreneurs féminines, principalement les femmes entre 30 et 50, souvent des mamans qui restent en banlieue de Montréal, qui ont déjà une entreprise, qui sont toutes seules à la maison ou qui aimeraient se lancer, ils n'ont aucune idée, ils veulent quitter leur emploi. Ça devient un peu moins accessible parce que là, tu n'es plus aux études, tu ne sais pas tout à fait où te tourner. Et j'ai été moi-même un entrepreneur qui a quitté mon emploi. Donc, j'ai vu ce besoin-là. Puis c'est de là que j'ai créé le centre. Alors, j'avais une vision qui était celle que le centre est aujourd'hui, qui est une communauté de femmes entrepreneurs qui s'entraident et qui collaborent pour aider les femmes entrepreneurs. Puis il y a aussi souvent le coup d'envoi, on aide un coup de pouce à l'entrepreneur, mais parfois on sous-estime et peut-être même c'est encore plus important de continuer le mentorat pendant les mois suivants, les années aussi, parce qu'on dit que les 5 premières années d'une entreprise, c'est là où c'est vraiment là, le coup de dé va se jouer finalement pour le sort d'une entreprise. Là. Effectivement. Si une entreprise est toute seule à la maison, qu'elle n'a pas de ressources, ça va être très difficile de faire lever une entreprise, à moins que tu aies des ressources externes, que tu aies des connaissances spécifiques, que tu aies une niche précise. Pour la moyenne des entrepreneurs, ça va être un peu plus difficile parce que tu te retrouves avec la réalité que... oui, tu es seul, mais en te joignant à une communauté comme le Centre Leaders au féminin, c'est que tu te retrouves avec d'autres femmes qui vivent la même réalité que toi, qui vont t'aider à te propulser vers la réussite. Vers la réussite. Ouais. Ça prend, comme on disait, c'est entre 3 et 5 ans avant d'avoir une réussite d'entreprise, avant de pouvoir se dire une femme d'affaires qui est accomplie, qui réussit à rouler sans avoir à courir pour ses clients, que les clients viennent à eux. Ça prend un certain délai. Et comment vous avez aidé au Centre Leaders au féminin? Comment vous avez aidé dans la dernière année des gens et vous continuez de le faire au quotidien? Bien, en fait, oui, c'est des activités de réseautage où les femmes viennent se rencontrer, ils apprennent à se connaître. C'est des formations, des ateliers donnés par des expertes dans leur domaine. Donc, on parle d'avocates, comptables, relationnistes de presse, experts en financement, coach d'affaires. J'imagine sur le web aussi, des trucs sur le web, Facebook, c'est devenu obligé, là? Oui, mais mon focus, c'est vraiment en personne parce que ces femmes-là sont toutes seules à la maison. Alors, l'idée, c'est de les ramener au centre qui est à Ville-Saint-Laurent, à même nos bureaux, pour qu'elles puissent se rencontrer, puissent développer leur capacité entrepreneuriale avec des formations qui sont à coût raisonnable. Alors, c'est ces experts-là qui redonnent à la communauté en disant « Moi, je vais t'aider en t'offrant une formation qui va te permettre à le faire comme il faut, ce domaine d'expertise-là. » Puis un coût toujours raisonnable, là, on tient à le dire, parce que des formations, parfois, ça peut être dispendieux. Là. J'ai des formations qui valent 150 pour seulement 40 pour nos membres ou 50 pour les non-membres. Donc, on reste très accessible à la communauté. Pour la communauté. Oui. Puis c'est une question qui circule beaucoup. Tu sais, quand on rencontre des entrepreneurs et entrepreneurs qui nous disent un peu leur parcours, ils nous disent ça prend ça pour être entrepreneur, telle qualité. Pour toi, qu'est-ce que c'est une entrepreneur? Une entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit savoir faire des compromis, qui doit travailler fort, qui sait concilier famille et travail, parce que c'est le côté qui est le plus difficile. Souvent, il faut que tu t'amènes à travailler à du 80 heures semaine, mais tu as une famille, tu as des enjeux. C'est d'être capable de croire en soi, de croire en ses rêves, puis travailler assez fort pour y accomplir.
accomplir parce que c'est pas facile, là. L'entrepreneuriat, c'est un beau rêve d'être son propre patron. Oui. C'est possible. Mais il faut croire en soi. Fait que quelqu'un qui n'a pas cette drive-là, qui n'est pas prêt à mettre tout le temps et l'énergie, c'est peut-être pas... Surtout quand... parce que vous, c'est bien sûr le Centre Leaders au féminin, c'est pour les femmes. Donc, pour une femme, c'est prouvé que d'aller frapper à certaines institutions, c'est financières en l'occurrence, c'est toujours un peu plus difficile. Les statistiques sont là pour le prouver, là, tu sais. Oui, sauf que les femmes vont se limiter en partant en se disant « j'ai pas besoin de financement ». Il y en a beaucoup qui vont se partir sans prendre même un financement de 5 000 qui va leur permettre de bien structurer leur entreprise. Ils vont tout faire. Donc, ils se nuisent un petit peu au début. C'est pour ça qu'on offre les formations du savoir-faire. Donc, c'est bien s'entourer. Exactement. Et il y en a beaucoup qui oublient qu'un plan d'affaires, c'est la base d'une entreprise. Si tu n'as pas de plan d'affaires, tu ne sais pas c'est quoi ta mission, ta vision, ta clientèle, tes objectifs, tes stratégies financières, comment tu veux que ton entreprise soit viable? C'est pour ça qu'on offre le cours de lancement d'entreprise qui est offert gratuitement par le ministère de l'Éducation. Alors ça, c'est une belle façon d'initier le tout. Et c'est avec ça qu'on va faire des demandes de financement. Alors, déjà en partant, ça l'aide. Bien, tout à fait. Et là, le 18 octobre, je veux qu'on parle un peu, parce qu'il nous reste plus de temps que ça, voilà. Et le 18 octobre, donc, au restaurant Couteau Tranché, la soirée se déroule comment? Est-ce qu'on invite tout le monde? Est-ce que... Bien, en fait, tous les entrepreneurs, et c'est même pas juste féminin. C'est sûr qu'il va y avoir une forte population féminine parce qu'on célèbre l'entrepreneuriat au féminin, mais l'idée, c'est de rassembler des femmes d'affaires, des entrepreneurs qui le sont déjà, et des femmes qui aimeraient ça le devenir et qui aimeraient ça en savoir plus. Aller s'inspirer. Aller s'inspirer, parce que ce qu'on propose, c'est une soirée haute en couleurs, c'est du réseautage, on a une artiste peintre sur place, on a une DJ chanteuse, on a un photobooth, on se retrouve après ça avec un panel d'1 heure sur les enjeux, les réalités, les défis de l'entrepreneuriat au féminin avec 6 entrepreneurs. Je pense qu'Isabelle Huot, qui est bien connue. Exactement, la PDG du Réseau des femmes d'affaires Ruth Vachon, où on peut même parler de Julie Ménard. Isabelle Pagé va animer le tout. Donc, 6 entrepreneurs qui vont nous amener la réalité parce qu'on veut ramener le côté humain de l'entrepreneuriat féminin. Alors, on invite les gens, toutes les informations, donc www.leadersauféminin.com. Stéphanie Fernandez, merci de venir nous en parler. Merci à toi. Merci. Art et culture maintenant, marche, témoignages et musique pour sensibiliser à l'itinérance. C'est la solidarité envers les itinérants qui seront au cœur d'une marche le vendredi 21 octobre. On en a déjà parlé ici d'ailleurs, alors que citoyens et représentants d'organismes parcourront les rues de Laval côte à côte dans le cadre de la Nuit des sans-abri. Les marcheurs débuteront leur parcours vers 18 h devant les locaux du regroupement Travail de rue Île de Laval au 106 boulevard de la Concorde-Est et se terminera vers 20h30 à l'Aviron, une ressource en hébergement communautaire située au 10-15 boulevard des Laurentides. L'événement culminera avec une soirée durant laquelle témoignages et musique se côtoieront. On profitera aussi de l'occasion pour reconnaître l'apport de 11 organismes offrant de l'hébergement en leur octroyant le prix Coup de cœur 2016. La Nuit des sans-abri se déploiera dans plus de 30 villes aux 4 coins de la province sur le thème « Personne n'est à l'abri » et le rassemblement de fin octobre se veut une vigile de sensibilisation à la situation de pauvreté, de désaffiliation sociale et d'itinérance à laquelle de nombreux Québécois, jeunes et moins jeunes, sont confrontés. C'est bien clair. Finaliste de La Voix et comédien pour le Centre Jeunesse, pour souligner ses 20 ans d'existence, la Fondation du Centre Jeunesse de Laval et du Centre de réadaptation en dépendance Laval invite la population lavalloise à prendre part à sa soirée spectacle bénéfice du 20 octobre dans ses locaux de Laval-des-Rapides. Dès 18h30, les détenteurs de billets seront accueillis par les nouveaux porte-parole de la Fondation, soit les comédiens Léane Labrèche-Dor et Michael Gouin. La soirée débutera officiellement 1 heure plus tard avec le spectacle du chanteur Yvan Penneau, grand finaliste de l'émission La Voix, édition 2016. Une consommation qui sera offerte. De plus, il y a tirage de nombreux prix de présence. Au courant de la soirée, un encan sera animé par Léane Labrèche-Dor et Michael Gouin. Et sans oublier divers objets, billets et chèques cadeaux qui seront en vente au profit de la Fondation. L'organisme lavallois précise que les places seront limitées. Les réservations de billets sont possibles, mais sur pied en 1996, la Fondation du Centre Jeunesse de Laval et du Centre de réadaptation en dépendance Laval est un organisme à but non lucratif dont l'activité principale consiste à recueillir et gérer des fonds destinés à venir en aide aux jeunes. Lavallois, d'ailleurs, desservis au Centre Jeunesse et à leurs familles, ainsi qu'à la clientèle du Centre de réadaptation en dépendance Laval.
La Fondation finance des actions concrètes permettant de prévenir le placement d'enfants et de jeunes en grande difficulté, ainsi que de favoriser leur intégration sociale. L'organisme aussi finance d'autres actions aidant des personnes aux prises avec une dépendance à l'alcool, aux drogues ou bien aux jeux pathologiques et qui sont engagés dans une démarche de réinsertion sociale, un retour aux études par exemple, à l'emploi ou un retour à la vie autonome. Et la soirée spectacle bénéfice de la Fondation du Centre Jeunesse de Laval et du Centre de réadaptation dépendance Laval, qui sera présentée le 20 octobre à 19h30 au 308 boulevard Cartier-Ouest dans Laval-des-Rapides. Pour toute information, veuillez retenir donc ce site web www.fondationcentrejeunessedelaval.com. Pour l'amour de la lecture, à Our Lady of Peace, c'est les élèves de l'école primaire anglophone Our Lady of Peace qui n'ont pas été adoptés par un magasin Indigo Chapters, mais l'ont certainement été par la communauté en recueillant 123 livres. Le projet qui a été mis en branle par la directrice de l'école, Tammy Marlin, et la responsable des parents, Carla Graham, avec la collaboration de la Fondation Indigo pour l'amour de la lecture Love of Reading. La Fondation qui a lancé son programme annuel Adopter une école le 18 septembre et cette activité de financement qui se déroulera jusqu'au 9 octobre réunit les employés Indigo, les clients et les communautés afin de recueillir des fonds pour les bibliothèques scolaires locales dans le besoin. Et depuis son lancement en 2009, le programme a remis plus de 325 000 livres entre les mains d'enfants dans tout le pays. Nous envoie beaucoup de jeunes qui n'ont pas de livres à la maison, précise la directrice. Notre objectif est d'en amasser 250. L'an dernier, les élèves de l'école anglophone avaient amassé 2 400 $. Et d'ailleurs, Sam, super bénévole et source d'espoir, c'est devenu une coqueluche du Salon de l'autisme. Il est attachant, charmant. Il s'appelle Sam et célébrera dans une quinzaine ses 13 ans. Il animait d'ailleurs un kiosque au 3e Salon de l'autisme TSA du Québec à Laval. Il est exposant, bénévole VIP, il aide tout le monde, il fait d'ailleurs des câlins, mentionne la maman de Sam qui dirige l'équipe de 70 bénévoles derrière l'événement. C'était très important pour nous de l'impliquer dans le salon, une implication qui remonte à l'an dernier alors qu'il avait accompagné ses parents pendant les 3 jours du salon. Il m'avait dit « Je voudrais avoir un kiosque, j'aimerais beaucoup être près des gens ». Après qu'il ait acheté un livre sur la massothérapie, d'ailleurs auprès d'un exposant, il a voulu masser les gens sur place. Et Joanne et Sylvie, les organisatrices, lui ont offert un kiosque à la dernière minute. Se souvient Anne Roy. Sam gagne de plus en plus en confiance et en autonomie, explique fièrement sa maman. Alors bien sûr, on salue le petit Sam qui s'est impliqué et qui fait preuve véritablement d'une belle inspiration auprès des autres autismes et de nous, bien sûr, lorsqu'on le voit aller. Musique maintenant, concert des 1001 nuits pour l'OSL avec le concert Nuit d'Orient chez Razad. L'Orchestre symphonique de Laval et son chef Alain Trudel renouvellent leur collaboration avec la soprano Isabelle Bayria-Kadarian pour charmer, sinon envoûter le public de la salle André-Mathieu. 3 poèmes lyriques et symphoniques consacrés à la légendaire Scheherazade et signés Maurice Ravel seront certes les morceaux de choix de cette soirée. La musique et le texte touffu de ces chants traduisent à merveille le suspens entourant Scheherazade qui doit sans cesse repousser la fin de son conte au lendemain pour sauver sa vie, de confier d'ailleurs Isabelle Bayra-Kadarian. Ravel passe de la gloire la plus scintillante à la tristesse la plus intime pour traduire chaque état d'esprit de la jeune femme. D'origine arménienne, la soprano canadienne de réputation internationale se dit sensible à l'exotisme moyen oriental exprimé par le compositeur français qui, cette fois, s'inspire du célèbre conte des 1001 nuits. Dans un des airs, la flûte enchantée Scheherazade use de charme et séduction pour inspirer l'amour qui pourrait lui épargner la mort, continue-t-elle. Et elle, d'ailleurs, qui a enregistré le dernier album de l'OSL en mars 2015 lors d'un concert mémorable à l'église Sainte-Rose de Lima. On y côtoie aussi le dur retour à la réalité quand elle réalise toute sa condition. La chanteuse, d'ailleurs, trace un parallèle entre l'œuvre de Ravel et la situation géopolitique de cette région, comprenant la Syrie et l'ancienne Perse, où l'Orient, qui faisait tant rêver les Européens, existait encore il y a quelques décennies. Ces poèmes ont conservé toute leur pertinence dans un monde qui continue de changer encore aujourd'hui, dit-elle. De plus, Ravel nous gâte avec une musique magistrale inspirant de nombreuses images et une énorme vague sur laquelle une voix peut surfer à des hauteurs fabuleuses, d'ailleurs, pour la paraphraser. Et pour l'occasion, Maestro Alain Trudel a également arrangé 3 chants folkloriques arméniens.
On voit qu'il est un musicien et arrangeur au talent formidable, mentionne Isabelle Berakadarian. Ces versions sont si vraies qu'on les dirait arméniennes. J'adore les chanter. Ce sont surtout des chansons d'amour et intimes qui représentaient un beau défi pour une adaptation avec orchestre. L'autre grand rendez-vous de la soirée sera le poème symphonique et rutilant Scheherazade, opus 35, du russe Nikolai Rimsky-Korsakov, livré par l'ensemble des musiciens. L'Orchestre symphonique de Laval présente le concert Nuit d'Orient Scheherazade, dirigé par Alain Trudel, le mercredi 19 octobre à 20h à la salle André Mathieu. Pour toute information, le 450-667-2040. Après vous avoir présenté la FEAS, on parcourt encore une fois les organismes à but non lucratif de Laval et des environs. Un topo voici sur le CIVAC. Bonjour, mon nom est Eric Ako. Je suis coordonnateur de la Corporation Intégration à la vie active des personnes handicapées de Laval, un organisme communautaire créé en 2001 qui vise à aider les jeunes vivant avec des limitations fonctionnelles de 16 à 35 ans à développer des capacités, soit pour se rendre en emploi ou pour socialiser. Nous avons deux programmes, le programme employabilité et le programme intégration sociale. Pour le volet employabilité, c'est le cheminement avec les jeunes qui ont un désir d'aller sur le marché de l'emploi. Et le volet intégration sociale vise à développer l'autonomie et la capacité pour des activités sociales qui n'ont pas forcément un lien avec l'emploi et qui permettent de développer toute la participation sociale de la personne handicapée. Globalement, c'est ce à quoi nous attelons tous les jours ici à Laval pour le bien-être des jeunes vivant avec des limitations fonctionnelles. Alors, nous sommes une petite équipe avec de grandes ambitions et nous avons besoin de bénévoles comme vous pour nous aider à accompagner ces jeunes-là, soit dans la bureautique, la réception, l'entrée de données, soit dans l'accompagnement des jeunes dans des activités de sortie, soit même dans l'animation. Donc, nous serons très heureux d'accueillir des bénévoles qui ont de l'expérience dans ces différents domaines pour nous accompagner dans l'offre de services aux personnes handicapées de Laval. Merci beaucoup. Je me présente, Audrey Jalbert, responsable des activités de la CIVA-PHL. Nous offrons une grande variété d'activités pour nos jeunes. Nous offrons des cours de cuisine collective, l'objectif principal étant d'apprendre à bien manger pour pas trop cher, parce que le but premier de l'organisme, c'est d'aider les jeunes à développer une autonomie. On offre aussi plusieurs autres activités plus lucratives comme des cours d'art plastique où les jeunes peuvent apprendre à travailler la motricité fine ou des trucs plus larges. On fait beaucoup de peinture, de dessin, des bricolages. On utilise les saisons, les fêtes aussi pour faire des thématiques qui sont plus extravagantes, l'Halloween, Noël et compagnie. On fait aussi des activités qui visent plus au niveau de l'emploi. On fait un atelier vers l'emploi, en fait, on va couvrir avec eux tout ce qui est les CV, les entrevues, même qu'on va voir avec eux le budget, comment s'en tenir à un budget, comment surtout le respecter. On offre aussi à nos jeunes des activités plus par rapport au développement social, comment interagir avec les autres, comment gérer des conflits, comment aussi, c'est sûr qu'on a une clientèle avec de la déficience intellectuelle, donc comment apprendre à évaluer les émotions des autres, puis percevoir les leurs aussi, puis être capable de les exprimer adéquatement. On fait aussi avec eux des activités pour développer justement leur esprit critique, essayer de les remettre en question beaucoup, puis qu'ils puissent passer aussi du bon temps. C'est ce qui est la priorité pour nous. Ça, c'est pour ce qui était plus des ateliers qui sont offerts dans les saisons régulières, donc l'automne et l'hiver. Par contre, l'été, c'est toute une autre partie. On organise avec eux un camp de jour, un club d'émotion, un club propulsion. À ce moment-là, c'est sûr que c'est plus des activités lucratives. On laisse tomber un peu le côté apprentissage. On essaie de leur faire passer le plus bel été qui soit. Donc, on fait des sorties avec eux. On organise des journées thématiques dans nos locaux. Le but étant aussi qu'ils puissent profiter de la ville, découvrir Laval, Montréal aussi. Quelquefois, on se promène un petit peu plus loin. On peut faire des sorties comme aller à Nid d'Autruche, aller à la Ronde, aller au cinéma. On fait aussi des ateliers de cuisine qui sont maintenus durant l'été par le plaisir. Nous offrons à nos jeunes des cours de cuisine, le but étant d'apprendre à bien manger pour pas trop cher. Nous recevons des dons de Moisson Santé Laval, heureusement, qui nous aident à apprendre aux jeunes comment économiser, comment préparer des aliments, la cuisson de la viande.
comment aussi bien s'entendre dans une cuisine, c'est sûr que ça l'aide aussi. Avec les dons de Moisson Santé Laval, ça nous permet de faire aussi un dépannage alimentaire pour les jeunes. Pour la chronique musicale, cette semaine, je l'ai reçu l'année dernière. Il nous parlait de ces artistes qui s'occupent beaucoup. Et cette fois-ci, il nous parle d'une compilation Future Hits 2016. Raphaël Dirado, bienvenue. Salut, ça va bien? Ça va très bien. Très content de te retrouver. Moi et aussi. Très content de voir, toi sur Facebook, je vois tous tes trucs, on est amis Facebook ensemble. Et je sais que ça bouge énormément depuis l'année passée. Je t'ai suivi, tout ça. Et là, je veux vraiment que tu me parles de ta compilation Future Hits 2016 que tu as faite le 9 septembre dernier. Exactement. Donc, la compilation est disponible sur toutes les plateformes digitales depuis le 9 septembre dernier, incluant la nouvelle chanson Amateur at Love de Car Wolf, Baby Alright de Lou Kay, d'autres artistes émergents comme Patrick Isaac II qui fait toutes les premières parties de Rachid Badouri depuis dernièrement. Il y a d'autres artistes émergents aussi établis comme Emmanuel Travis qui travaille beaucoup avec Sonny Black. Donc ça a été beaucoup en collaboration avec Ghislain Brennamour au niveau de la réalisation de ces chansons-là, donc au niveau de l'audio pour avoir une qualité supérieure pour pouvoir présenter sous une compilation sous ma bannière qui est Raphaël Dirado Productions. Moi, je veux savoir, là, comment ça fonctionne. Est-ce que c'est toi qui vas voir les artistes, c'est les artistes qui t'envoient des démos? Comment ça marche dans ce milieu-là? Très bonne question. Comment ça fonctionne? Souvent, c'est des coups de cœur donc j'ai trouvé sur Internet ou à la télévision ou du moins par référence, exemple avec Ghislain Brennamour, exemple avec Sonny Black, donc des gars de studio, que quand je tombe à vouloir faire un projet comme Future Hits Volume 1 ou 2016, j'y vais par référence, ça veut dire, t'as-tu des chansons pour moi, Ghislain? T'as-tu de quoi me faire écouter qui dort peut-être ou qui veut être commercialisé? Donc, souvent, je passe par ces références-là, Sonny Black ou Ghislain Brennamour, sinon, je vais directement avec les agents ou les gérants par rapport à l'artiste. Ça veut dire, des fois, je peux contacter l'artiste. L'artiste me dit, il faut que tu passes par mon gérant ou mon agent. Ou du moins, quand l'artiste est son propre producteur, donc des autoproductions, on peut conclure une entente rapidement avec l'artiste, tout simplement. Et là, toi, est-ce que tu vas dans les radios, t'appelles, tu fais des téléphones pour envoyer des démos, dis « Hey, je veux que mon artiste passe, qui va passer dans cette station-là. » As-tu des choix? Comment ça fonctionne? Un autre bon point, comment ça fonctionne? C'est sûr que c'est une compilation. Moi, j'ai pas les droits d'être le promoteur radio pour les 16 chansons. Comment ça fonctionne? Il y a une hiérarchie quand même dans la musique. Je peux pas faire du pistage radio sans des consentements avec les producteurs de ces chansons-là, ou du moins les gérants, les agents. Je pense qu'on a compris le concept à ce niveau-là. Je peux pas faire du pistage radio à mon propre gré. Il faut que j'aille des ententes. Il y en a d'autres que, oui, ils vont m'autoriser. Donc, oui, je peux l'envoyer dans les radios spécifiques à cette chanson-là. J'ai beaucoup de support de 94 FM avec Matt Fish, qui a un segment qui se nomme Future Hits, tous les soirs à 9h30, donc du lundi au vendredi, donc sur 94.7 Hits FM. Donc oui, j'ai du support des radios, mais encore là, je peux pas faire du pistage radio à ma propre guise quand je veux avec toutes les chansons. Et ma prochaine question, est-ce que tu dors de temps en temps? Je dors pas beaucoup, non, ça tourne beaucoup. Même quand je dors, la recette, c'est vraiment de rester actif, donc une constance. Le message est vraiment pour tous les artistes émergents ou établis, c'est la constance. On regarde, on parle de Car Wolf, il est très constant avec les hauts et les bas de l'industrie, mais ça reste la constance, c'est la clé, c'est la recette du succès depuis toujours. Et là, tu me parlais tantôt, avant qu'on rentre dans le studio, que tu vas parler aussi avec Paul Darège. Tu es là-dedans, là? Oui, exactement. On est en pourparlers avec Paul Darège, Claude Martel, pour pouvoir produire une chanson en studio. Donc, je serai le producteur exécutif de la chanson. De leur bord, ça reste que c'est des auteurs, des compositeurs, interprètes hors normes du country québécois. Paul Darège, meilleur vendeur québécois. Dernier album, plus de 200 000 albums vendus. Je veux m'associer sur une chanson avec eux. C'est en francophone. Je me spécialise beaucoup plus en anglophone sur mes compilations. Ou du moins en production aussi. Je suis beaucoup plus côté anglais. Je veux m'associer au côté francophone avec des pionniers de l'industrie. Claude Martel, nominé en 87 pour Microsoft Lyon.
En 87, ça fait longtemps. J'aimerais vraiment faire une belle chanson avec ces deux gars-là. C'est un rêve, mais en même temps un accomplissement pour mon brand, donc ma bannière Raphaël Dirado Productions. Éventuellement produire peut-être ces deux gars-là sur scène pour le temps d'une soirée ou deux. Puis tu parlais aussi, on parle de Paul Darèche, Patrick Normand, il ne doit pas être ben loin non plus, j'imagine. Oui, exactement. C'est des gars de country. Tantôt, à micro, on parlait que tout le monde se connaît dans cette industrie-là. Oui, c'est ça. C'est un petit monde. Patrick Normand, il reçoit souvent pour l'amour du country Claude Martel, donc à chaque année, c'est répétitif. Voilà. C'est tous des chums. Souvent, ils collaborent, ils jamment ensemble, si on peut utiliser le terme. Donc, on ne sait jamais, mais c'est sûr qu'en pour parler avec Paul et Claude, ça pourrait être très bien et très peu, ça peut se faire sous peu, en fait. OK, ça peut se faire. Donc, tu es déjà en pourparlers, ça se Oui, dire. exactement. Mais pour un gars comme toi, là, qui rencontre ces piliers, des icônes, finalement, de la radio, des chanteurs québécois, quand tu vas les rencontrer, est-ce que faut que tu aies fait tes preuves ou ils sont assez faciles d'approche? Comment ça fonctionne? Parce que c'est quand même du monde qui en ont vu d'autres, qui ont vu neiger. Exactement, et c'est là une force, et en même temps, ils demandent de te rencontrer pour mettre les cartes sur table. Okay. Justement, Paul Darèche, je veux pas que ses chansons dorment, il veut pas se faire... Il veut que la chanson soit accessible à tous. Je pense que mes preuves sont assez faites. 2 albums en 2016, donc on dit compilation. C'est 30 chansons de commercialisées, en plus d'être commercialisées chacune de leur barre. Donc ça reste que sur 2 projets, 30 chansons. Est-ce que mes preuves sont faites? Je pense que la chanson, si elle se fait de Claude Martel et de Paul Darèche, ne va pas dormir, je peux vous garantir. On aime ça. Et là, tantôt, tu as sorti une deuxième compilation. Ouais. Y a-t-il une compilation, toi, en vue pour bientôt? Ben non, on va attendre un peu. Comment ça? On est en pourparlers, moi et Patnaud, donc DJ de Énergie Gatineau, Ottawa. Pas tous les soirs, mais en fait les vendredis de minuit à 3 h du matin, à moins qu'il y ait d'autres journées, mais le vendredi, je suis assuré qu'il spin là, des chansons un petit peu plus dance, EDM, électronique. Donc oui, on est en pourparlers de pouvoir produire une compilation. Donc encore là, je suis le producteur exécutif. Il y aurait DJ Patnaud au niveau du mixing des chansons. Encore là, des chansons par coup de cœur ou par référence, mais vraiment spécialisant le EDM. Puis en terminant, à quel endroit on peut voir toutes les informations, sur quel site? Donc, toutes les plateformes numériques, on peut aller rechercher tous mes produits Beatport, tous mes produits iTunes, etc., Google Play, Deezer. Sinon, sur Facebook, on peut me retrouver, donc Raphaël Dirado Productions. Raphaël Dirado, c'était un immense plaisir Merci et je te beaucoup. souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Merci, c'était Raphaël Dirado, producteur agent. Il nous avait boudé la semaine dernière. J'étais en manque de Nicolas Vincent Poirier, tabarouette. Et cette semaine, il est de retour pour mon grand plaisir, votre plus grand plaisir aussi, pour parler cinéma. Nicolas Vincent Poirier, salut! Salut! Qu'est-ce que tu faisais la semaine passée? T'étais pas là? J'avais plus d'auto. Ben, j'avais plus de frein sur mon auto. OK. Donc, j'aurais pu peut-être me rendre ici, mais tu sais, C'était un peu kamikaze. C'est ça, c'est un sport extrême pour moi. Là. On aurait pu mettre des caméras puis me faire commanditer par Red Bull, puis ça aurait été parfait. Là, Ou faire un film un peu comédie policière, comme tu nous proposes cette semaine. Oui, The oui, Nice c'est ça. Guys. Oui, The Nice Guys. Écoute, une comédie noire comme je les adore. C'est excellent comme film. Et bon, ça se passe en 1977 et dans le fond, c'est deux détectives privés, un qui est joué par Ryan Gosling et l'autre par Russell Crowe. Et le film commence, c'est une star de la porno qui meurt dans un accident d'auto. C'est quand même assez... ça commence assez direct. Assez raide. Dans les premières minutes du film, c'est ça qui se passe. Et là... il y a la cliente de Ryan Gosling, c'est son personnage. C'est une assez vieille madame qui n'arrête pas de lui dire... Le cougar, non? On est dans le porno, j'ai pas, là? Non, la tante, justement, Okay. de l'actrice porno qui est décédée au début du film. Et elle vient le voir pour lui dire, comme, tu sais, je sais qu'elle est encore vivante parce que je l'ai revue récemment, tu sais, même En après théorie les du funérailles. complot un peu, genre? C'est ça, oui. Et là, lui, il se lance dans cette espèce d'enquête-là pour essayer de retrouver cette personne-là qu'on a clairement vu mourir au début, tu sais. Il était poussé au travers, il était porno, non? Non, il n'y a pas. Non, il y a pas vraiment. On en voit un peu, mais pas tant que ça. OK. C'est beaucoup plus une humour noir qui est dans le film. Et d'un autre côté, tu as Russell Crowe, qui est un autre détective privé, mais un petit peu plus
un petit peu plus croche que Ryan Gosling. Oui, c'est ça. Personnifié par Ryan Gosling. Mais justement, ça m'amène à la question suivante, parce que Russell Crowe, on l'a vu souvent dans des rôles dramatiques, des rôles de composition. Est-ce que dans une comédie noire comme ça, il se distingue? Est-ce qu'il quand même il joue bien son rôle? Ou... Oui, vraiment. Tout est parfait dans ce film-là, mais il faut aimer l'humour noir, un humour aussi pince sans rire. Ouais. Il faut vraiment aimer ça. Le sarcasme un peu aussi, j'imagine? Oui, énormément. Mais donc, le personnage de Russell Crowe, lui, est engagé par une autre demoiselle qui est persuadée que Ryan Gosling la suit justement en lien avec cette histoire-là. Et finalement, ils vont s'associer ensemble pour essayer de découvrir l'espèce de gros complot derrière tout ça. OK. Donc, finalement, ça se veut un film peut-être pour les 18 ans et plus, j'imagine. C'est pas un film qu'on va regarder en famille? Pas 18. Je pense que le film a été coté 13 ans et plus ici. C'est juste qu'il faut aimer ce type d'humour-là. Pour ceux qui ont aimé Kiss Kiss Bang Bang en 2005, c'est sûr que vous allez aimer ce film-là. C'est très, très bon, ce film-là. C'est ça. Est-ce que la réalisation est quand même pertinente? Est-ce que également, le côté direction photo également, parce que scène d'action, évidemment, il y a quand même des scènes d'action qui dit police, qui dit film comédie policière. Alors, comment tu décèles tout ça, toi, là-dedans? Écoute, moi, la raison pourquoi j'ai voulu voir ce film-là, c'est à cause du réalisateur, qui est le scénariste aussi. Il s'appelle Shane Black. Et ce gars-là a écrit en premier, au début de sa carrière, le premier Lethal Weapon en 87. Il a écrit après ça Last Action Hero en 93, le flop commercial avec Arnold Schwarzenegger. Oui, je me rappelle celle-là, oui. Et qui était très bon d'ailleurs, mais... Et c'est en 2005 qu'il a réalisé son premier film avec, Kiss Kiss Bang Bang, qui était aussi un peu le retour de Robert Downey Jr., qui a eu un problème de drogue pendant un certain temps. Très longtemps, oui. Et ces deux films-là sont très, très, très similaires. Est-ce qu'il y a de l'action? Il y en a un petit peu. Il n'y en a pas tant que ça. C'est sûr que Kiss Kiss Bang Bang a un budget de, je pense, c'est 17 millions. Et Nice Guys, on parle de 50 millions de dollars. Donc, moi, je pense que le budget a beaucoup plus été avec les décors, parce que ça se passe en 77 et ça a l'air extrêmement réaliste. Il y a des gros décors dans ce film-là. Il y a des comédiens connus. Il y a Kim Basinger aussi qui joue dans Matt Bomer aussi, que j'ai vu dans la distribution. C'est un acteur que j'aime beaucoup, qui est peut-être un peu moins connu, mais qui est toujours solide dans ce qu'il offre comme rôle de soutien ou un rôle pas nécessairement d'avant-plan, mais il apporte toujours quelque chose dans l'intrigue d'un film, je trouve. Et toi, tu l'as vu en DVD. Oui, pas en vidéocassette, comme je te l'ai dit. Oui, en bêta, VHS. Là. mais est-ce que, tu sais, puis c'est souvent l'expression, quand on demande à quelqu'un, quand il va voir un film au cinéma, on lui dit est-ce que c'était un bon film ou est-ce que c'était un film de DVD? Tu comprends l'expression? Oui, ça, c'est un Est-ce que c'est un bon film de DVD, en l'occurrence? Oui, c'est sûr que c'est un meilleur film. De toute façon, on ne peut plus le voir au cinéma. Non, on ne peut plus le voir au cinéma, mais si, admettons, quelqu'un se veut de louer, par exemple, est-ce que de l'expression, c'est un bon film de DVD? C'est fait pour ça. J'aurais pas imaginé regarder ce film-là en IMAX 3D. Ça aurait été un petit peu inutile parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce film-là, le scénario a commencé en 2001. Ça fait quand même assez longtemps. Et Shane Black, à un moment donné, il voulait faire un film qui se passe dans le temps présent. Ça n'a pas marché. Il a voulu faire une télésérie avec ça. Ça n'a pas vraiment marché non plus. Donc, il a écrit entre-temps, Kiss Kiss Bang Bang, qui se veut un peu une comédie avec des détectives privés aussi. Et il a peaufiné son scénario. Donc, ce film-là, qui aurait pu être une série télé, et je le vois très bien, a un peu le look de ça aussi. Donc, tu sais, je ne regarderais pas nécessairement une série télé policière sur IMAX. Mais on fait l'erreur, parfois, c'est de plus en plus courant. On a vu Fargo, qui était un film, tout d'abord, on l'a transposé en série télé. Puis des fois, c'est l'inverse. C'est une série télé, on le met en film. Des fois, ça s'avère un flop pour certains. Et on croyait qu'on pouvait réaliser l'un et l'autre. Alors, merci pour cette piste de solution-là pour occuper nos samedis soirs avec The Nice Guys. Il nous reste 2 minutes, puis je veux qu'on parle rapidement, parce qu'il nous reste plus de temps, mais cet automne, là, on est en plein dans l'ère des gros blockbusters et des gros films qui seront sans doute considérés aux prochains Oscars. C'est toujours vers le mois d'octobre que sortent les gros films qui sont à surveiller pour les Oscars 2017, justement. Alors toi, qu'est-ce que tu veux absolument voir? Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens d'aller voir des films qui devraient sortir dans les salles obscures dans les prochaines semaines? The Arrival de Denis Villeneuve. Moi, je pense que ce film-là a des grosses chances de se ramasser aux Oscars parce que les films
que les studios pensent qu'ils ont une bonne chance aux Oscars et dans d'autres remises de prix. C'est jusqu'en janvier. Aussi, hein? C'est ça. Les films vont sortir jusqu'en janvier à peu près. The Revenant avait sorti fin décembre, début janvier aussi. Donc, on est en plein là-dedans. Donc, je ne sais pas exactement, est-ce qu'il y a des choses qui vont être meilleures que The Arrival? Mais j'ai confiance en ce film-là et d'ailleurs, on va s'en reparler bientôt parce que je vais aller le voir, c'est sûr. On va s'en parler, c'est sûr. Puis sur le plan québécois, il y a un film que je veux absolument voir, Young England. Je ne sais pas si tu as eu la chance de voir la bande-annonce du film 1,54 avec Antoine-Olivier Pilon. Il y a une belle distribution québécoise. Sophie Nélis aussi qui fait maintenant des films à Hollywood. Alors, j'ai hâte de voir ça. C'est sur l'intimidation à l'école. On pourra peut-être s'en reparler aussi si tu le veux bien. Mais vraiment, ça a l'air fort intéressant. Alors, merci beaucoup, Nicolas Vincent-Poirier, d'être venu nous parler de le film Nice Guys, ta suggestion cette semaine. Merci. Les domaines des sports maintenant, rencontre de 3 anciens loups au football professionnel. Ces 3 jeunes ayant joué leur football mineur à Laval, Carl-Olivier Prime, Pierre-Luc Caron et Mathieu Girard, qui ont eu le bonheur de croiser le fer le 1er octobre dans une rencontre opposant les Stampeders de Calgary et les Tiger Cats de Hamilton. Pierre-Luc, un ancien des Loups de Curie, Antoine Labelle, a aidé les Stampeders à l'emporter 36-17. Et grâce à ce 11e gain de suite, les Stampeders ont établi un record de la Ligue canadienne de football. Eux qui n'ont pas subi la défaite au cours de leurs 13 dernières joutes. Caron a disputé sa première partie professionnelle le 25 juin dernier en Colombie-Britannique face aux Lions. Notons que Carl-Olivier et Mathieu ont été coéquipiers tour à tour avec les Loups de Curie, Antoine Labelle, et les Lions de Kent. C'était au Prep School aux États-Unis. Mathieu a débuté sa carrière dans la Ligue canadienne de football en 2015, tandis que Carl-Olivier faisait ses premiers pas 2 ans plus tôt que son bon ami. Alors, de belles fiertés pour nous ici, les Lavallois et Lavalloises. Les nomades qui sont dans le bas-fond en date du 4 octobre, les nomades du Collège Montmorency qui sont toujours en quête d'une première victoire au sein de la Ligue de football collégiale Division 1. La formation lavalloise qui a encaissé une 6e défaite consécutive, baissant pavillon 26-21 face aux Titans du cégep de Limoilou le 1er octobre au Collège Montmorency. Tritan Fisk Cazot, Kevin Dubois et Antoine Frédéric ont inscrit des majeurs. Antoine a franchi d'ailleurs la zone payante après un retour de beauté. Vincent Soyez a réussi 2 convertis. Benjamin Pelletier a complété 8 de ses 16 passes. Il a rejoint Tristan dans la zone des buts. Et en défensive, Vincent Rousseau qui a réalisé une interception. La prochaine partie locale aura lieu le samedi 15 octobre à 13h face aux géants du cégep de Saint-Jean. Soyez-y pour encourager notre équipe locale. Florence Laroche et Carifa Yao, qui sont boursiers d'Hydro-Québec. Le 21 septembre, Hydro-Québec et la Fondation de l'athlète d'excellence du Québec qui ont remis 6 000 $ à 2 joueurs de soccer lavallois, Florence Laroche et Carifa Yao, dans le cadre de la 19e édition du programme Hydro-Québec. Et Florence, qui s'est d'ailleurs enrichie de 4 000 $ pour son excellence académique dans la catégorie élite. Elle a obtenu une moyenne académique de 88 % en 4e secondaire à l'école Georges Vanier. Elle participe présentement d'ailleurs à la Coupe du monde de soccer féminin des moins de 17 ans avec l'équipe nationale en Jordanie. Et membre de l'équipe du Québec, Florence a participé à quelques matchs amicaux en Belgique. Carifa Yao a mérité une bourse de 2 000 $ en soutien à la réussite académique et sportive catégorie relève. Membre du Centre national haute performance, Carifa qui a remporté la médaille d'or au championnat provincial 3A. Le défenseur central possède beaucoup de leadership. L'étudiant de 5e secondaire à l'école Georges Vanier veut améliorer sa dextérité dans le maniement du ballon. Il aimerait bien attirer l'attention des recruteurs professionnels. Quelques 18 anciens boursiers du programme Hydro-Québec, d'ailleurs, ont démarré et se sont démarqués aussi avec une belle carrière en participant aux Jeux olympiques et paralympiques de Rio, notamment les plongeuses lavalloises Jennifer Abel, Megan Benfetto et Roselyne Filion. Il est à noter que 2 types de bourses ont été octroyés cette année, soit la bourse Excellence académique remise à 11 lauréats afin de souligner les résultats scolaires dignes de mention et la bourse Soutien à la réussite académique et sportive remise à 19 lauréats afin d'encourager la conciliation du sport et des études. Pour être admissible, d'ailleurs, l'étudiant athlète doit s'inscrire dans un projet d'après-carrière qui se traduit souvent par la poursuite d'études secondaires, collégiales ou universitaires. Il doit être identifié et admissible comme athlète relève ou élite par sa fédération sportive. Il doit représenter le Canada aux Jeux olympiques, paralympiques ou bien aux championnats du monde dans sa discipline sportive. Un montant total de 88 000 $ a été remis d'ailleurs à 30 étudiants athlètes. Un match
qui est définitivement à oublier pour les Prédateurs. C'est à Sorel que les Prédateurs débutaient la saison 2016-2017 et pour l'occasion, les Prédateurs y allaient avec une formation de vétérans qui comprenait entre autres Gaby Rock, Joël Thériault et Steven Oligny. On ne pourra donc pas accuser les visiteurs d'être une équipe de homers, si on peut dire comme ça. Et dans les filets, Éric Allé déléguait le vétéran Adam Rousseau. Du côté des locaux, on retranchait Ryan James Hand alors que l'on déléguait Karel Saint-Laurent devant le filet. Malheureusement pour les joueurs d'Éric Allé, ces troupiers ont prêché dans l'indiscipline et la troisième période leur a été fatale alors qu'ils encaissaient donc 4 buts, dont 2 de Marco Charpentier. Et pour les Prédateurs qui avaient bien entamé la rencontre, le résultat évidemment était décevant. Le Lightning de Tampa Bay retire le chandail de Martin Saint-Louis. Une bonne nouvelle d'ailleurs qui n'arrive jamais seule. Parlez-en aux jeunes retraités de la Ligue nationale de hockey, Martin Saint-Louis. Après avoir appris que l'Arena Samson porterait son nom, voilà que son chandail numéro 26 du Lightning de Tampa Bay sera retiré le 13 janvier face aux Blue Jackets de Columbus de l'entraîneur John Tortorella. Martin tenait à ce que ce soit contre la troupe de John Tortorella, le premier entraîneur à lui avoir donné sa chance dans la Ligue nationale, précise le père de Martin, Normand Saint-Louis. C'est un grand honneur, il a connu une belle carrière et ses meilleurs moments sont avec le Lightning. Sa mère serait fière de lui, ajoute-t-il, la gorge très nouée par l'émotion. Martin qui a marqué l'histoire du Lightning, le prolifique attaquant d'ailleurs est le premier représentant de cette formation à recevoir pareil honneur. En 972 parties au cours de ses 13 saisons avec la formation floridienne, Saint-Louis a marqué 365 buts, amassé 588 passes pour un total de 953 points. Il domine la colonne des passes, points, buts en infériorité numérique, buts gagnants et points d'ailleurs en supériorité numérique pour le Lightning. Il occupe d'ailleurs le 2e rang parmi les meilleurs buteurs, derrière Vincent Lecavalier, autre Québécois. Autre topo et regard sur un organisme à but non lucratif de Laval. Un regard donc sur le rendez-vous des aînés. Bonjour, mon nom est Francis Guillemette. Je suis coordonnateur des services au rendez-vous des aînés. Le rendez-vous des aînés a comme objectif de briser la solitude chez les personnes de 50 ans et plus, en offrant des cours, des activités, des sorties et beaucoup de choses comme des dîners communautaires. Au rendez-vous des aînés, on offre beaucoup de cours. On a des cours pour la mise en forme, on a des cours de tai chi, on a des cours de Zumba Gold, on a également des cours de danse en ligne, très intéressant. On a aussi des ateliers créatifs et des cours de peinture, dont beaucoup de côté artisanal. Il y a également énormément de services au rendez-vous des aînés. Donc, on s'occupe des aidants naturels, donc les proches aidants. On s'occupe des personnes avec des problèmes cognitifs, des petits problèmes liés au vieillissement. On a aussi des loisirs adaptés pour les personnes qui ont besoin d'avoir des activités pour leurs limitations physiques. Vous pouvez toujours voir au rendez-vous des aînés, une tonne de services sont offerts à nos membres. On a du transport aux activités pour les personnes qui ont de la difficulté à se déplacer. On a des services offerts pour les personnes qui ont besoin d'un cheminement particulier, qui ont des pertes d'autonomie liées au vieillissement, qu'on est un projet de répit pour les proches aidants. On a aussi un service de loisirs adaptés pour les personnes qui ont des limitations physiques. Beaucoup de cours, comme je l'ai sûrement dit, des cours de danse en ligne, de la Zumba Gold, on a de la vie active, du tai chi, on a même du bingo en après-midi pour vous divertir. Au rendez-vous des aînés, il y a presque 700 membres pour 20 employés, mais on a une belle grosse gang de bénévoles, presque 85 bénévoles ici, mais à chaque jour, on a de nouveaux besoins, donc des besoins de nouveaux bénévoles. Une réception, où est-ce qu'il y a beaucoup de roulements pour les bénévoles, il y a beaucoup de services au rendez-vous où on a besoin de vous. La friperie du rendez-vous qui a également besoin d'un bon coup de main. Donc, gênez-vous pas, on a besoin de vous, de la gang de Laval, pour venir nous aider ici au rendez-vous des aînés. Alors, très beau regard sur ce rendez-vous des aînés. Et je vous, d'ailleurs, dis à très bientôt pour un autre rendez-vous pour le bulletin d'information hebdomadaire de 90 minutes TV Laval Nouvelles. Avant de se quitter, vraiment une chose à retenir et à inscrire à son agenda tous les dimanches matins, jouer pour le bingo ici. TV Laval à 9h30. Vous avez en lot plus de 3 500 $ à gagner, dont 2 000 $ pour la carte pleine. Et évidemment, toutes les informations, vous devez consulter notre site internet leTVRL.ca. Et n'oubliez pas que le dimanche matin, c'est bingo
Je vous dis à très bientôt pour un autre bulletin d'information du TV Laval Nouvelle.